Il faut le dire aussi. Beaucoup de ces hommes affreux ont trouvé leur justification et peut-être des encouragements dans les éloges que les historiens de tous les temps ont prodigués au flot de l'humanité. L'éloquence de la chair elle-même ne peut se garantir de cette funeste manie. Quelle est l'écolier auquel on ne fait pas prendre le magnifique portrait de Cromwell par Bossuet, un homme s'est rencontré. Quel est le monsieur qui peut balancer dans les crimes en lisant un tel éloge par le premier des orateurs sacrés? Le cardinal de Richelieu a trouvé peu apologiste, même le grave et sage auteur de l'esprit des lois. Sa côté, ce besoin du sang et de la vengeance sont considérés par la plupart des historiens comme des combinaisons d'un esprit supérieur, ou tout au plus comme un superbe dédain de l'humanité. La mémoire de cet homme a peut-être fait plus de mal à la France que son génie ne lui a fait de bien. L'exécrable Maxime le mort, ne revenons pas, est écrit en lettres de sang dans toute son histoire, et j'ai de bonnes raisons de croire que les meneurs de la Convention l'avions pris pour modèle, cet affreux système de tuer ses ennemis au lieu de les soumettre, de régner enfin par la terreur, et comment de peu les esprits médiocres et les âmes étroites, mais les génies élevés ont d'autres maximes. Ils savent très bien que les supplices sont des misérables moyens du gouvernement. Henri IV fut le plus indulgent des souverains, et il ne réussit qu'en s'attirant toutes les affections. Une seule fois, il se laissa séduire par cette fatale et sanguinaire politique. Ce fut une torte grave, la mort de Biron. Quoi qu'on en dise, ce fut inutile, son autorité est à la génération suivante. Les fureurs de la Convention devions avoir un terme. Le gouvernement qu'elle avait établi dans son sein lui fit sentir cruellement sa tyrannie. La peur enfanta le désespoir des milliers de victimes égorgées jusque sous ses yeux avaient trouvé cette assemblée insensible. Elle ne le sacrifia qu'à sa sûreté, mais elle ne prévit pas que le mépris universel allait succéder à la terreur. En vain, elle chassa de son sein et fit punir ceux qui ses membres qui s'étaient couverts de sang. En vain, elle fit rentrer ceux qui s'étaient honorés par leur courage et leur humanité. La haine et l'indignation vinront l'assaillir de toutes parts. Et telle était sa triste position qu'elle ne pouvait retourner au bien qu'enterrer des défiances des hommes honnêtes. Et à travers les clameurs et les menaces d'une population dont elle avait complété la perversité en encourageant tous ces excès. Au mois de Prairiel, le Faubourg Saint-Antoine vint l'assiéger et chercher des victimes jusque dans son sein. Si elle ne se combat pas, on les doit à l'héroïque vertu de Boissy d'Anglas, dont l'admirable courage subjugua la multitude. Elle prit enfin un parti sévère, le seul qui pouvait réussir. Des troupes de les différents appelés et Pichigru les conduisit jusque dans le Faubourg. Les factieux furent désarmés et humiliés. Cette victoire, qui ne coûta pas une seule goutte de sang, nous délivra peu longtemps, j'espère, des fureurs de la populace. Quand j'arrivai à Paris, ces événements avaient lieu. La Convention alors achevait une constitution qui n'était pas bonne, mais qui donnait de l'indépendance, de la force au pouvoir exécutif et qui
conserver le système représentatif, mais on ne voulait pas rien recevoir de ses mains souillées. Et malgré tous ses efforts, elle obtint peu de suffrages. Les conventionnels n'avaient pas voulu renouveler la faute commise par l'Assemblée constituante qui avait abandonné son œuvre à des mains jalouses et ennemies. Ils avaient rendu une loi qui portait que les 2 tiers de ses membres seraient conservés dans le nouveau conseil établi par la Constitution. L'opinion publique les repoussait presque tout. Aussi, les citoyens réunis en assemblée primaire peuvent voter sur cette Constitution et sur cette loi des 2 tiers. Furent bientôt publiquement exaspérés par des orateurs qui le malheur et le ressentiment avaient aigri, et secrètement par des royalistes et droits. Doit-on que voici, j'ai pendant plusieurs années parmi les législateurs, doit-on confier nos destinées à des hommes qui ont favorisé et partagé la plus affreuse tyrannie? Nous ne voulons plus de qu'ils s'éloignent. C'est bien assez d'accepter leur ouvrage et de consacrer leur impunité pour un généreux oubli de tous leurs forfaits. Ce discours passionné, répété dans toutes les assemblées avec véhémence, émeurant les esprits, et après avoir fait de vains efforts pour rejeter l'acte constitutionnel et la loi sur les 2 tiers, les citoyens résoluront de repousser les armes à la main, ce qu'ils n'avaient pu parvenir à écarter par le vote. Le général Menou, commandait en chef de la division militaire, le général Dillier, m'associa à tous les détails de son état-major. Les troupes de ligne dont on pouvait disposer ne s'élevaient pas à 5000 hommes. C'était assez pour maintenir la tranquillité, mais c'était insuffisant contre une garde nationale hostile, et qui était composé de 30 000 hommes bien armés. Il était alors impossible de tirer des troupes désarmées. La guerre était active. Les troupes de Vendée n'étaient pas calmées. La répression des brigandages et des chouins exigeait beaucoup de monde. On prit donc le parti d'en imposer sur le nombre en multipliant les mouvements de la garnison. C'était faire sortir les troupes par une porte puis les faire entrer par une autre. Ce petit manège fut bientôt connu. L'audace des meneurs des sections s'en écrut et l'attaque fut décidée le 12 vendémiaire soir de octobre. Plusieurs bataillons de la garde nationale avaient pris les armes. Les bataillons des petites pères et des filles Saint-Thomas s'étaient rassemblés dans la rue Viviane. Le général Menou les fit cerner par des troupes d'élite et les sommea de se séparer. Il pouvait les y contraindre sans engager un combat, mais un orateur sortit des rangs et s'est mis à haranguer le général, avec une chaleur qui communiqua à ses camarades, mais n'eut eu la faiblesse d'écouter et même de lui répondre. Alors tout fut manqué, les bataillons resteront. Le général se retira en donnant une preuve de son indécision et des soupçons au gouvernement sur sa fidélité. La Convention sentit qu'un tel homme pouvait tout perdre. On lui ôta le commandement pendant la nuit et le député Barras en fut investi. Elle nomma aussi une commission de salut public à laquelle elle donna des pouvoirs étendus. Barras était un homme de résolution qui avait puissamment contribué à la chute de Robespierre, le 9 Thermidor, commissaire de la Convention à l'armée tout midi. En 1793, il y avait remarqué un jeune officier d'artillerie dont le courage et les conseils avaient eu une grande influence sur la reprise de Toulon. Ce jeune homme destitué après le 9 Thermidor par un de ses anciens camarades appelé Aubry, qui siégeait à la Convention, était arrivé à Paris depuis quelques mois, sollicitant sans succès sa réintégration dans son grade de général de brigade.
Le dépit et le dégoût lui avions fait susciter, dit-on, la mission d'aller à la tête d'une compagnie de canonniers chez les Turcs pour leur enseigner les manœuvres d'artillerie. Il se disposait à partir lorsque Barras les fit venir, le présenta au comité, qui le consulta sur la crise dont il fallait se tirer à tout prix. Les membres de ce comité n'étaient d'accord que sur un point, c'est que tout était perdu si les sections importaient. La guerre civile allait entendre ses ravages sur toute la France et les plus habiles ne pouvaient en calculer les suites, mais commencer par tirer sur le peuple leur paraissait épouvantable. Les uns voulaient faire des concessions qui auraient rendu le mal sans remède. D'autres voulaient attendre stoïquement la mort à leur place comme des frères romains. L'officier d'artillerie se moqua de leurs scrupules et de leurs ridicules résolutions. Il leur prouva que les Parisiens n'étaient que des fous conduits par des intrigant que le gouvernement avait pour lui la force. C'est son bon droit que rien n'était plus facile que de dissiper sans beaucoup des fusillons de sang, des bataillons sans expérience, sans chef habile, et qui n'avions pas de canon. Sa fermeté, son éloquence, ses sentiments d'une grande supériorité qu'il se faisait sentir jusque dans sa contenance, inspireront la confiance et feront entrer la persuasion dans tous les esprits. Ce jeune homme s'appelait Bonaparte. On lui donna le commandement de l'artillerie et on le laissa maître de toutes les dispositions de défense. Il rassembla sur le champ tous les officiers, s'assura de leur obéissance. Il fit ensuite placer 2 pièces de canon à l'entrée de la rue Sainte-Nicaise, une autre en face l'église Sainte-Roche, au fond de la petite rue de Dauphin, 2 autres dans la rue Saint-Honoré, près la place Vendôme, enfin 2 autres en face du pont Royal, sur lequel Voltaire. Des réserves d'infanterie furent placées derrière les pièces pour le protéger et sur la place du Carrousel. La cavalerie fut placée sur la place Louis XV. Il fit ensuite connaître au bataillon insurgé qu'ils étaient bien libres de rester à leur poste tant qu'ils en conserveraient leur vie, mais que s'ils dépassaient d'une pas les limites fixées, ou s'ils tiraient un seul coup de fusil, ou les repouseraient à coups de canon, cette fermeté, loin d'imposer aux ennemis, leur persuada qu'on avait peur et qu'on n'oserait pas tirer sur eux. Après beaucoup d'hésitation, et les dernières poussant les premières, les bataillons se prendront et quelques coups de fusil annonceront l'attaque. À l'instant, la mitraille des 3 pièces de canon portant le ravage et l'épouvante détermina la fuite, mais si brusque, si rapide et si complète qu'un coup de canon ne boulet, tiré presque au même moment dans le prolongement de la rue Saint-Honoré, n'éteignit personne. On avait placé le général Carteau sur le Pont-Neuf avec un bataillon d'infanterie de ligne pour couper la communication entre les 2 rives de la Seine. Je fus chargé d'aller lui porter l'ordre de tenir ferme, mais il s'était déjà retiré sous le jardin de l'Infante. Et les colonnes des sections débouchées ont déjà sur les quais de la Monnaie pour s'emparer du Pont-Royal et attaquer les Tuileries de ce côté. Le général qui commandait au bas du pont leur envoya l'ordre de ne pas s'avancer. Ils n'en tiendront aucun compte. Et ils resteront pleins de la charge des 2 pièces de canon et se disperseront. C'en était assez peu dégoûté le citoyen, mais les plus échauffés, dont la terreur s'était calmée, quand ils se coururent loin de péril, voulaient encore recommencer l'attaque. Ils s'étaient emparés du palais royal. Et en vrai fou,
Ils prétendaient pouvoir se défendre dans cette mauvaise enceinte. La nuit, heureusement, porte conseil. Le matin, les chefs se mirent en sûreté et chacun rentra chez soi. La paix fut signée le lendemain et tout rentra dans l'ordre. Je ne crois pas que la troupe de ligne ait perdu plus de 4 ou 5 hommes du côté de section. La perte a été considérable. Les détails les plus exactement recueillis pourtant. Le nombre des morts à 40 est à près de 200, celui de blessés. Ce calcul ne paraîtra pas exagéré si l'on considère que les marches de l'église Sainte-Roche étaient couvertement, que la pièce de canon qui fut tirée dans cette direction n'était pas à plus de 60 pas et que le bataillon de la rue Saint-Honoré remplissait tout l'espace à une grande profondeur. Toute cette armée avait pour chef principal un général Denican, homme à peu près inconnu même dans l'armée où il avait servi quelque temps et qui n'est pas sorti de son obscurité même depuis la Restauration.